Bonsoir et bienvenue à tous pour la conférence en ligne de l'École des Arts Joailliers. Ce soir, c'est un petit peu particulier pour nous car nous avons l'honneur et le privilège d'être accueillis au sein du château de Chantilly, dans la bibliothèque, un lieu assez magique qui est fermé au public. Donc c'est vraiment un privilège. Et je suis en compagnie de Mathieu Deldic, qui est le directeur du musée Condé à Chantilly, qui est archiviste paléographe, docteur en histoire de l'art et conservateur du patrimoine. Donc nous avons cette merveilleuse chance ce soir d'être ici parce que actuellement au musée Condé a lieu une exposition exceptionnelle sur les très riches œuvres du duc de Berry, qui est un manuscrit enluminé conservé ici. Et cette exposition donc, fermera ses portes le 5 octobre. Donc vous avez encore quelques temps pour venir la voir. Mathieu, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette exposition ? Bonsoir à tous, on est vraiment ravis de vous accueillir ici au sein de la Bibliothèque du Théâtre, une bibliothèque qui est fermée d'habitude mais que nous ouvrons pour cette conférence. C'est en effet une occasion exceptionnelle que de pouvoir admirer peut-être le manuscrit le plus célèbre au monde, en tout cas le plus reproduit, qui est le chef-d'œuvre de Chantilly, qu'on ne voit jamais, mais que nous montrons de manière exceptionnelle jusqu'au 5 octobre, parce qu'on profite d'une restauration pour le montrer en partie dérelié avant la fin de sa restauration. Et autour de ce manuscrit si exceptionnel, eh bien, c'est tout un monde qu'on a fait revivre, celui du duc de Berry, de sa bibliothèque, de ses collections, pour expliquer que ce manuscrit est une icône dès sa création, qu'il a inspiré tous les artistes et qu'il est finalement à la croisée de beaucoup d'influences, beaucoup d'inspirations, dont celle des arts précieux. Et donc cette exposition nous permet de voir des œuvres qui n'ont jamais été réunies en fait. Et ce manuscrit, il ne sort jamais du musée Condé. Et donc c'est vraiment une opportunité unique pour le voir. Oui, on a un testament ici, c'est le duc d'Aumale, le prince au XIXe siècle qui a reconstruit le château et qui a acquis en 1855 le manuscrit, qui à sa mort a édicté un testament interdisant de prêter les collections en dehors de Chantilly. Donc il faut venir ici pour admirer ce manuscrit. Absolument. Alors, donc, voilà, nous découvrons ensemble ces vues de ce lieu merveilleux. Avec une vue qui ressemble un peu au calendrier des très riches œuvres. Et puis là, vous êtes dans la galerie de peinture. C'est la deuxième collection d'art ancien en France après celle du Louvre. Des tableaux, mais aussi des dessins, des gravures, des photos, du mobilier, des objets d'art, des grands appartements. Il y en a un peu pour tous les goûts, parce que vous avez le parc, les grandes écuries, des activités aussi pour la famille, avec une atmosphère assez unique, assez singulière. Et voici l'exposition au sein du Jeu de Paume, dans le parc, qui vous montre en effet des chefs-d'œuvre venus du monde entier. Et il reste quelques jours pour en profiter. Alors nous allons donc découvrir les très riches œuvres. Voilà, j'ai encore fait la même erreur que ce matin. En 45 minutes, évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir tout dévoiler. Mais ce qui nous intéresse en particulier, puisque nous sommes l'École des Arts Joailliers, c'est effectivement de comprendre ce que sont les très riches œuvres du duc de Berry, et aussi de créer une connexion avec les arts précieux. Et donc nous allons dans un premier temps découvrir cet aspect de sa personnalité, collectionneur passionné. Puis nous verrons ce qu'est un livre d'heures, qui est un type d'ouvrage extrêmement important pour le Moyen-Âge et encore la Renaissance. Et puis en dernière partie, nous verrons ce qu'est l'art de l'enluminure, on peut tout à fait qualifier d'art précieux. Donc le duc de Berry, un collectionneur. Qui est le duc de Berry ? Alors il s'appelle Jean de France, il est fils de roi, frère de roi et oncle de roi. Il est très fier de cette position. Fils du roi Jean II, frère du roi Charles V et oncle du roi Charles VI. Il a une très longue vie, il est né en 1340, il est mort en 1416, 75 ans d'une vie un peu chahutée par les événements qui traversent la France de cette fin du XIVe siècle et début du XVe siècle. C'est-à-dire qu'il y a la guerre de 100 ans, il y a le grand schisme avec un pape
à Rome et un autre pape à Avignon. Il y a la Grande Peste aussi, au début de la vie du duc de Berry, la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, il y a évidemment la famine. Enfin, rien ne va, mais paradoxalement, durant sa vie, et un peu grâce à ce genre de personnalité, eh bien, la France connaît une sorte d'apogée des arts, d'art de l'enluminure, mais d'art aussi de la construction, des arts précieux. Et on se rend compte que des princes comme le duc de Berry vont miser sur les arts pour promouvoir leur rang et pour finalement aussi gagner en pouvoir et en puissance. Et donc ici, il s'agit donc d'une des enluminures, je ne pourrais pas dire les plus célèbres, parce qu'elles sont toutes en fait célèbres, les enluminures des très riches heures, qui représentent donc le mois de janvier. Et donc on va rentrer un peu plus dans le détail de l'ouvrage. Donc on a un calendrier richement représenté. Et ici, à cette table de banquet, trône donc le duc de Berry. Donc c'est un des portraits que l'on conserve de lui, donc figuré de profil à la manière donc des empereurs de l'Antiquité que l'on pouvait voir sur les monnaies. Et cette table couverte donc, de vaisselle précieuse et cette nef de table avec les emblèmes, les animaux emblèmes donc, du duc de Berry. L'ours est le signe qu'on voit un peu partout. D'ailleurs, le duc porte une toque en poil d'ours. Oui. Il y a une sorte de mimétisme entre le duc et son emblème, un emblème qu'il a adopté alors qu'il était en captivité en Angleterre, et il a adopté l'ours qui, en anglais, se dit bear, et il y a une consonance avec le Berry. Il venait alors d'être nommé duc de Berry. Et justement, il est ici en train de nous accueillir avec sa toque en poil d'ours, à l'orée de son manuscrit, qui est un peu le dernier manuscrit qu'il a pu commander, son dernier livre d'heures, une sorte de mémorial, de testament, où il va résumer un peu toute son ambition, mais aussi montrer toutes les résidences qu'il a pu aménager ou qu'il a pu fréquenter, toutes ses dévotions aussi, et son goût du beau, ce qu'on voit ici. Vous avez, comme vous le disiez, l'orfèvrerie, mais aussi une tapisserie au fond, tous ces personnages chamarrés qui montrent le faste de la cour ducale. Un autre portrait du duc de Berry qui est dans l'exposition, ce gisant. Ce gisant vient de Bourges, de la Sainte-Chapelle de Bourges, qui était la dernière résidence, en quelque sorte, du duc de Berry, sa nécropole. Au XVIIIe siècle, cette Sainte-Chapelle a été détruite, donc le gisant a été transporté dans la cathédrale, et il a fait le voyage de Bourges pour la première fois de son histoire depuis Chantilly. C'est la première fois qu'il bougeait. Et on voit en effet ce visage qui est très réaliste, c'est assez nouveau, les yeux fatigués, le visage qui tombe, alors que le corps est encore assez conceptualisé, et on retrouve le fameux ours au pied. Et tout cela montre aussi le goût du beau matériau, parce que ce gisant, comme vous le voyez ici dans l'exposition, est en marbre blanc avec des incrustations de marbre noir. Il y avait des petits réaux dorés pour la chevelure. Et ce goût des beaux matériaux, on le retrouve en effet aussi dans les très riches œuvres. L'ours lui-même est paré d'un très beau bijou. Ce qui est intéressant, je lisais dans le catalogue, alors nous avons effectivement le catalogue de l'exposition en français et en anglais devant nous, donc, qui est le livre qui est devenu le livre de référence sur les très riches heures du duc de Berry. Donc Mathieu a écrit plusieurs chapitres et a dirigé l'ouvrage, la publication de l'ouvrage, et les plus grands spécialistes donc, sont intervenus dans le cadre donc, de ce chantier de recherche lié à l'exposition. Et ce que je lisais à propos du gisant de Jean de Cambrai, c'est qu'il avait été sculpté du vivant en fait, du duc de Berry. C'est pour ça peut-être aussi que ce visage est si réaliste comme vous le décriviez. Un autre portrait du duc de Berry que l'on trouve dans un autre manuscrit, un manuscrit qui a été enluminé par le maître de Boucicaut. Il s'agit d'une traduction française par Jean Corbéchon d'un des ouvrages les plus diffusés depuis le XIIIe siècle, le livre des propriétés des choses de Barthélemy Langlais, qui est considéré comme l'une des premières encyclopédies. Et cette encyclopédie comporte un chapitre sur les gemmes, le livre 16, dédié aux gemmes, aux couleurs et aux métaux. Et donc cette enluminure que vous pouvez voir ici, avec le détail, et la tête en fait, du chapitre dédié aux gemmes, donc cette partie lapidaire.
Et donc c'est intéressant, on reconnaît sans problème le duc de Berry, richement vêtu, assis sous un dais, et qui est en train d'examiner avec beaucoup d'attention des gemmes, donc avec les deux personnages agenouillés devant lui qui lui présentent un coffret ouvert rempli de gemmes rouges et bleues, et puis aussi un anneau serti d'une gemme rouge. Le duc lui-même a une gemme rouge dans la main. Il est aussi paré avec une enseigne de chapeau et une sorte de pendentif. Et donc, on sait, d'après Tommaso Terzo di Saluzzo, Thomas III de Salus, qui a écrit un roman qui était assez populaire à l'époque, enfin, assez diffusé, le roman du Chevalier errant, que le duc de Berry se serait interrompu lors d'une négociation très importante pour accueillir des marchands vénitiens, des marchands de gemmes, qui étaient venus lui présenter donc leur trésor. Et on sait donc que le duc de Berry était un grand amateur de pierres précieuses, et les inventaires que l'on conserve donc de toutes les collections du duc, parce que c'est quand même un trésor extraordinaire pour les historiens, c'est que tous les inventaires qui ont été établis des collections du duc de Berry ont été transcrites et publiées au XIXe siècle. Oui, en fait, ces collections, on y reviendra, ont été pour la plupart fondues ou vendues ou sont disparues, mais la réputation reste grâce à l'inventaire et grâce à cette image notamment, c'est-à-dire que ce manuscrit n'appartenait pas au duc de Berry, il a été commandé par un de ses proches, et pour illustrer cette définition des gemmes, eh bien, on montre le plus grand amateur de gemmes, de joyaux, de diamants, de joaillerie à l'époque, c'est le duc de Berry qui choisit, qui s'endettait beaucoup d'ailleurs pour tout cela, et c'est pour ça qu'à sa mort, les collections ont été en grande partie vendues, rendues à ses créanciers. Et donc, dans les inventaires, on peut comptabiliser en fait des milliers de pièces, mais comme vous le dites, donc très peu en fait ont survécu. Et certaines pièces donc, qui sont présentées font partie des choses dont on sait qu'elles ont appartenu donc au duc de Berry. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots ? À gauche, c'est un des trésors de l'orfèvrerie médiévale, aujourd'hui au British Museum. C'est une coupe orfèvrée parisienne, commandée par le duc de Berry à la fin du XIVe siècle, et qui représente des vies de Sainte Agnès, qui était la sainte patronne de son frère Charles V. Donc il s'agit ici d'un cadeau du duc de Berry à son frère, qui est ensuite parvenu au cours du XVe siècle en Angleterre. Et de l'autre côté, c'est une œuvre qui était offerte par le duc à la reine de Castille et qui est protégée au sein d'un trésor d'église. C'est pour ça que est à l'étranger. Donc c'est pour ça que cette pièce exceptionnelle a été conservée. Donc avec cette Vierge à l'enfant, avec l'ivoire, les perles, les gemmes, l'or, le jet, c'est assez incroyable. On a 2 pièces comme cela en Espagne et c'est très très rare d'en avoir toujours de la part du duc de Berry. Oui, parce qu'effectivement, le problème des arts précieux, c'est que leur destinée, c'est généralement d'être détruite pour récupérer le métal précieux et les gemmes. Alors, l'un des objets les plus extraordinaires que l'on conserve, qui a été commandité par le duc de Berry, pour en faire don, d'ailleurs, c'est ce reliquaire de la Sainte Épine qui est conservé au British Museum. Les dimensions sont assez impressionnantes puisque la pièce mesure plus de 30 cm, 1 kg 400 d'or, donc chef-d'œuvre de l'orfèvrerie parisienne du début du XVe siècle, entièrement serti de perles et de gemmes, donc des saphirs et ces gemmes rouges qui sont identifiées comme des rubis dans la description du British Museum, mais qui sont fort probablement des spinels. Mais comme dans beaucoup de cas, les gemmes sont rarement analysées en fait, dans les musées. Alors, il y a des campagnes d'analyse qui se développent, mais ça reste encore relativement rare. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'association aussi des plus belles matières, du métal précieux, des gemmes, avec ce que l'on considérait, ce que les chrétiens considéraient comme les choses les plus précieuses, les plus sacrées, c'est-à-dire les reliques, donc ces restes matériels qui sont liés
au Christ, à la Vierge, aux saints, donc pour les chrétiens, et qu'il faut absolument protéger et mettre en scène de la manière la plus digne qui soit, parce que la beauté, ça fait partie effectivement il y a un sens mystique à la beauté. Ici, on peut voir à droite dans les traits Richter peut-être un souvenir d'une croix que possédait le duc de Berry qui a disparu et qui a pu inspirer les 3 enlumineurs des traits Richter qui sont les frères de Limbourg, 3 jeunes prodiges qui viennent de Nimègue, qui travaillent pour le duc de Bourgogne puis pour son frère le duc de Berry, et qui, pour 2 d'entre eux, ont été formés à l'art de l'orfèvrerie, notamment à Paris. Et donc, qui ont une sorte d'accointance et de passion pour ces objets. Et ici, cette croix qu'on aperçoit dans les traits Richter peut être mise en regard avec une autre croix, sans doute, elle, commandée par le frère du duc de Berry, qui est le duc de Bourgogne, et où on voit certaines relations en termes de pierre, de forme. Cette croix est aujourd'hui à Vienne. Donc, les traits Richter, en fait, sont aussi un mémorial de la collection disparue d'orfèvrerie, de diamants, de gemmes du duc de Berry. Et ce que vous dites de manière extrêmement pertinente dans le catalogue, c'est que effectivement, les frères de Limbourg avaient une certaine familiarité, évidemment, avec les arts précieux, mais que leurs enluminures ont elles-mêmes inspiré des bijoux, la création d'objets précieux comme ce médaillon. Il y a une véritable synergie entre les arts et entre les artistes, notamment les artistes qui entourent le duc de Berry dans sa cour. Et ici, avec ce médaillon en émail qui est à Baltimore, très précieux avec tous ces pointillés dorés, qui montrent la vision de l'empereur Auguste et voyant la Vierge à l'enfant, eh bien, on a en termes de technique, de pointillés, de drapés, de forme aussi, des relations avec, là aussi, une page des traits Richter qui est présente ici avec la Vierge à l'enfant. Et vous disiez aussi, avec les belles heures, il y a un motif de la Vierge qui est assez comparable, assez similaire. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est dans le dialogue des arts, encore au début du XVe siècle, les arts précieux sont, si on doit faire une hiérarchie dans les arts, sont considérés comme les plus prestigieux. Oui, un peu à l'égal de la tapisserie, des textiles précieux et de l'enluminure. Par contre, la peinture, qui est maintenant au sommet de nos arts depuis quelques siècles, eh bien, est beaucoup moins présente. La peinture est dans les livres au XVe siècle et les tableaux de chevalet sur bois ou sur toile eh bien, sont très très peu présents dans les inventaires. Et donc la situation va évoluer au cours du XVe siècle, en particulier en Italie, avec le développement de la théorie de l'art. Donc Alberti, Leon Battista Alberti est un peu à l'origine en fait de cette théorie de l'art humaniste, qui va placer en particulier la peinture au sommet de la hiérarchie des arts, expliquant en fait que le peintre, par son talent, réussit à rendre encore plus beau l'or, l'ivoire et les gemmes. Et donc voilà, donc la situation va s'inverser à partir de ce moment-là et les arts du dessin vont devenir plus prestigieux. Le duc de Berry était donc un grand amateur de gemmes et la plupart des gemmes ont disparu, été retaillées, revendues, etc. Mais la glyptique a été préservée en partie. Et donc cet art de la glyptique était extrêmement prestigieux à l'époque et dans l'exposition, nous pouvons voir certains donc, de ces objets qui sont encore conservés aujourd'hui. Donc on a notamment des camées de style antique mais qui sont en réalité réalisés au XIVe ou au début du XVe siècle autour du duc de Berry ou achetés par lui-même, qui montrent aussi une sorte de passion proto-humaniste pour l'Antiquité. Et puis aussi des objets qui n'ont pas été fondus, ce sont ces objets en pierre dure qui sont assez précieuses, en améthyste et en jaspe, qui renvoient d'un côté à la parenté du duc de Berry, qui est issu d'une mère tchèque, donc de Bohême, bonne de Luxembourg, et on sait qu'à Prague, le jaspe, l'améthyste était sur les murs, était au XIVe siècle assez
assez en vogue. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, notamment dans la grande coupe qui est aujourd'hui au musée du Berry que nous présentons, qui est ici à droite, eh bien, c'était une coupe qui accompagnait tout un piédestal d'orfèvrerie et surtout, au sein de la coupe, il y avait une tête de Saint Jean-Baptiste en or et en argent. Et c'est le duc de Berry lui-même, assiégé à Bourges, qui a fait fondre cette pièce pour payer ses troupes. Et concernant donc le camée, donc c'est un camée dans le style antique, mais comme vous le disiez, qui est contemporain en fait du duc de Berry. Voilà, et qui ornait une grande croix qui, elle, a été fondue. Mais donc, en fait, il avait aussi des camées romains dans sa collection. Donc, ça faisait aussi partie du prestige du collectionneur de posséder ce type de pièces. Et ce prestige donc, de la glyptique et des camées en particulier va connaître son apogée à la Renaissance, notamment chez les Médicis. Et cette coupe en améthyste, justement, me faisait penser à cette chapelle à Prague, dont les murs sont entièrement couverts en fait, d'améthyste. Dans la cathédrale et puis au château de Karlstein. Enfin, voilà, donc il y a toute une dimension mystique aussi des gemmes, non seulement esthétique, mais aussi mystique. Alors, le livre d'heures, puisque les très riches heures du duc de Berry, comme son titre l'indique, est un livre d'heures. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un livre d'heures ? Alors, un livre d'heures, c'est le best-seller du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est le livre le plus répandu au Moyen-Âge. Dès que vous avez un peu d'argent et que vous voulez un livre, et vous avez d'abord un livre d'heures. C'est un livre de prière à l'usage des laïcs qui suit les prières liturgiques de la journée, les prières des heures. Et c'est un livre qui est éminemment personnalisable. Vous pouvez y mettre votre portrait, mais surtout vos dévotions. Vous pouvez le décorer. Il s'agit ici, pour les très riches, peut-être du livre d'heures le plus ambitieux, sensationnel du Moyen-Âge, en tout cas du plus célèbre, qui pousse à l'extrême, en quelque sorte, le modèle du livre d'heures. Et c'est un livre de grande dimension, puisque l'original mesure à peu près les mêmes dimensions que le catalogue de l'exposition. Donc c'est vraiment un objet exceptionnel aussi de par cette dimension. Il fait 206 feuillets, donc 412 pages. C'est le format A4 à peu près, ce qui est assez ambitieux pour l'époque, et sur un parchemin de chèvre très très blanche, assez pure, et avec des peintures qui sont comme une sorte de galerie de tableaux. Donc le livre d'heures à voir avec le temps, en fait, ce livre d'heures, les très riches heures du duc de Berry, représente le temps, différents types de temps, puisqu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance, là on est dans une période un peu... C'est pas toujours évident de savoir quand on est au Moyen-Âge et quand on est à la Renaissance. Donc différents temps sont représentés, le temps divin, le temps humain, et ce merveilleux calendrier avec les 12 mois de l'année et en correspondance avec le temps astrologique, la position des planètes, les signes du zodiaque. Et donc ici est représenté le mois de février. C'est une page assez incroyable, c'est peut-être le premier paysage enneigé de notre histoire de l'art occidental. Qui montre des scènes tout à fait laïques. Il n'y a pas de religion a priori dans cette scène. C'est souvent le cas pour les 12 mois du calendrier qui débutent les très riches heures, avant tous les autres. Il y a 131 enluminures dans ce manuscrit. Et ici, on voit la révolution des trois frères de Limbourg, la révolution artistique, la construction de la composition, l'étagement des plans, le goût aussi pour la transmission de la météo, de la lumière, du climat, mais aussi le sens du détail. Si on zoome un peu, on voit que ces trois paysans sont en train de se réchauffer sans pudeur au feu de la cheminée. Dehors, vous avez les moutons qui grelottent, tout comme une femme qui rentre et se rapproche des ruches enneigées. Enfin, ce sont des petits mondes médiévaux à part entière et qui ne cessent de nous faire rêver et qui ont façonné notre imaginaire. Ce qui est assez intéressant, je repensais à cet ouvrage de Michael Camus, Les images dans les marges, où justement toutes les scènes un petit peu grivoises étaient représentées plutôt en marge, et là, elles rentrent dans l'image principale. Exactement. Alors, le temps divin aussi, avec la prière.
Oui, donc après le calendrier, vous avez un certain nombre de prières de l'année ou de la journée, donc les heures de la Vierge, du Saint-Esprit, l'Office des morts aussi. C'est aussi un livre qui prépare le duc de Berry, qui a plus de 70 ans hein, lorsque ce livre est réalisé. Il est, pour la première période, réalisé entre 1411 et 1416. En 1416, le duc de Berry meurt, les 3 enlumineurs aussi. Le manuscrit est inachevé et 2 autres générations d'artistes vont le compléter. Donc c'est un livre aussi qui résume un peu sa piété alors qu'il est au soir de sa vie et on voit des mises en scène, des compositions tout à fait originales. Vous voyez avec la réserve du parchemin qui sert la scène, vous avez à gauche le paradis avec Adam et Ève qui sont chassés du paradis, à droite c'est l'Annonciation et on voit quelques marginalia, donc décors de marge avec l'ours et le cygne, les emblèmes du duc de Berry, ses armoiries, des anges musiciens, une composition aussi pour l'Annonciation qui est à droite tout à fait novatrice, à l'italienne, parce que les enlumineurs qui viennent du Nord sont aussi sensibles aux nouveautés du début de la Renaissance italienne transmises par les dessins, par les livres. C'est une sorte de clé de voûte de tout ce qui peut se faire de mieux à la fin du Moyen-Âge en Europe. Donc un apothéose de l'enluminure avec les frères de Limbourg. Alors les livres d'heures, donc comme Mathieu le disait, c'est vraiment un objet extrêmement important à cette époque et qui va continuer en fait à se diffuser au XVIe siècle. Et donc ici, nous en avons sélectionné 2 des livres d'heures français extrêmement précieux, les 2 commandités par le roi François Ier. À gauche, donc, nous avons ce livre d'heures qui est entré au Louvre il y a quelques années, qui a été en fait acheté par François Ier à un marchand spécialisé dans le commerce de la joaillerie et des objets précieux, à l'art Plomier, il s'agit d'un manuscrit enluminé. Plusieurs artistes sont intervenus sur l'objet et François Ier l'a offert à sa nièce Jeanne d'Albret. Et donc la reliure est particulièrement précieuse, elle est en or émaillé dans le style persan, avec aussi une combinaison de gemmes typiques de l'art persan de l'époque, des turquoises et des rubis. Et les plats de reliure sont sertis de grandes cornalines en intaille, gravées en intaille, et le fermoir aussi est orné d'un grenat, qui est une pierre qui a été sertie postérieurement à la réalisation de la pièce, donc réalisée entre 1532 et 1537. Et à droite, nous avons un autre livre d'heures extrêmement connu, enfin qui fait partie des livres d'heures les plus extraordinaires du XVIe siècle, que vous connaissez bien, Mathieu. Oui, c'est celui de Catherine de Médicis, donc hérité de son beau-père François Ier, qu'elle a complété, notamment avec des représentations de toute sa famille, dessinées par François Clouet, d'après des dessins qui se trouvent d'ailleurs derrière nous, dans la réserve. Et on voit Catherine de Médicis, Henri II, son époux qui est mort à ce moment-là, et puis ses fils, ses filles, ses gendres. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la reliure, au-delà du décor intérieur, en émail, où on voit cette double main enlacée qui montre l'amour, la fidélité de Catherine pour son défunt mari. Et justement, leurs initiales entrelacées se trouvent aux 4 coins, le H et le C. Alors ces livres d'heures, en fait, c'est intéressant de le souligner, sont de très petites dimensions, hein, puisque je crois que le livre d'heures de Catherine de Médicis il mesure environ 10 cm de haut. Celui de commandé par François Ier pour Jeanne d'Albret est plus petit. Et alors on ne le voit pas très bien sur notre présentation, mais il y a un anneau doré, un anneau d'or en fait en bas du livre d'heures de Catherine de Médicis. Et en fait, cet anneau montre de quelle façon on pouvait aussi porter en fait le livre d'heures. C'était un objet personnel, intime, qui pouvait aussi être porté en bijou. C'était un bijou en fait, un bijou de dévotion. Et cette pratique donc, de porter le livre d'heures en ornement va culminer notamment en Angleterre pendant la première moitié du XVIe siècle. Et donc ici, vous pouvez voir quelques exemples conservés. Alors il y en a très peu qui ont été conservés, mais dans les portraits, en particulier donc, les portraits féminins de la cour d'Angleterre, on voit fréquemment ici la reine Marie Tudor, qui porte en fait son livre d'heures suspendu à la ceinture. Et c'était une pratique habituelle à l'époque.
Alors, l'enluminure est un art qui comporte beaucoup de points communs en fait, avec les arts précieux, avec la joaillerie ou avec l'orfèvrerie, pour différents motifs, en particulier pour les matériaux utilisés. Alors, ce qui est très intéressant dans l'exposition du musée Condé, c'est que cette exposition est arrivée en fait, à la fin en fait, d'un processus de restauration et de recherche. Donc, des analyses ont été menées pendant plusieurs années, en particulier par le C2RMF, donc le Laboratoire scientifique des musées de France, et le CRC, pour donc restaurer le manuscrit. Mais quand on entreprend une restauration de cette ampleur, évidemment, il faut analyser tous les composants matériels de ce manuscrit. Et donc, les résultats ont été publiés donc, dans le catalogue et on apprend beaucoup de choses absolument passionnantes. Alors, concernant le manuscrit des Très riches heures, vous disiez que le duc de Berry est mort et les frères de Limbourg aussi, ils sont tous morts en 1416. Mais le manuscrit est resté inachevé et il a été en fait complété par la suite. Oui, il a connu tout un parcours à travers des collections, à travers l'Europe. Et il a été complété au milieu du XVe siècle par Barthélemy d'Eck, qui est un autre peintre qui vient du Nord, sans doute autour de Charles VII et du roi René. Et puis 40 ans plus tard, en 1485, on le retrouve, ce manuscrit, en Savoie, auprès du duc Charles Ier, qui demande à Jean Colombe de terminer ce manuscrit. Donc c'est un livre cathédrale, c'est-à-dire qu'on a mis près d'un siècle, en quelque sorte, à le réaliser, autant qu'une cathédrale à l'époque. Et donc, les résultats aussi des analyses ont permis de voir que chaque peintre, en fait, avait des recettes différentes au niveau des pigments. Les pigments utilisés, surtout les liants, n'étaient pas les mêmes en fonction des peintres. Et que, alors vous, en tant qu'expert de l'enluminure, vous pouvez distinguer les différentes manières de peindre, mais les scientifiques peuvent se repérer grâce à la chimie. Alors, pour comprendre un peu mieux en quoi consiste l'art de l'enluminure, nous avons eu la chance de rencontrer une peintre enlumineur contemporaine qui s'appelle Florence Azeux et qui a eu la gentillesse donc, de nous partager des vidéos de son travail, ce qui va vous permettre de voir un petit peu mieux la délicatesse en fait, de cet art. Donc, les matières, donc le parchemin, qui est en général de la peau de chèvre, d'agneau ou de veau, la plus fine possible. Donc, il faut préparer. En fait, l'art de l'enluminure, c'est un art du temps. Chaque étape est très longue. Il faut prendre son temps. Elle m'expliquait que pour peindre un folio entier, il faut entre 600 et 800 heures à peu près, entre les préparations du parchemin, la pose éventuelle de gesso, donc qui est une sorte de plâtre qui permet de créer des motifs en relief. Et puis, Florence Azeux travaille à la manière traditionnelle, uniquement avec des matériaux naturels. Et donc, c'est elle-même qui crée ses propres peintures en mélangeant des pigments avec des liants qui sont toujours naturels, de la colle de poisson, du blanc d'œuf, voilà, des éléments comme cela. Donc, elle travaille aussi ses instruments, ses pinceaux, qu'elle préfère quand ils ont beaucoup été usés, parce que ça permet d'avoir des pinceaux plus fins, plus précis. Voilà, donc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, vous avez le pinceau de la restauratrice, l'atelier de Coralie Barbe et son atelier, qui n'a pas apporté de peinture, mais qui a refixé les petites écailles des frères de Limbourg pour qu'elles ne s'échappent pas. Et à droite, le pinceau de l'enlumineuse ou enlumineresse, qui elle crée. Donc on a un peu le parallèle entre les deux métiers. Voilà, Florence Azeux est professeure, copiste et créatrice d'enluminure. Et elle fait des ateliers en ce moment au château de Chantilly en lien avec l'exposition. Alors, les matières utilisées dans l'enluminure sont souvent des matières précieuses. Et la matière qu'on retrouve, enfin une des matières qu'on retrouve le plus dans le livre d'heures, c'est l'or. C'est l'or. Évidemment, qui est le matériau divin, le matériau précieux. Il faut aussi imaginer qu'à l'époque, on lisait
lueur de la bougie. Donc on n'avait pas tous les éclairages qui nous entourent. Et donc ça chatoyait, hein, ça permettait de raviver une scène ou de mettre en exergue tel ou tel aspect. C'est le cas par exemple à gauche, on peut voir que le paradis est cerné d'or, justement, comme si c'était une frontière précieuse. Et cet or, il est soit appliqué en feuilles, soit ici en or liquide, le plus souvent, pour notamment les petites marges et les parties les plus fines. Et on a ici ce fameux brunissoir qui est en agate, donc même les pierres précieuses servent d'outil pour la préciosité de ces enluminures. Et donc, il y a toute une dimension en fait, spirituelle de ces matières, puisque la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus sacré, et pour l'embellir, et même l'étymologie même, enluminure, c'est mettre en lumière. Illuminare en latin. Voilà, et c'est la lumière, et la lumière, en particulier au Moyen-Âge, dans l'esthétique médiévale, c'est vraiment fondamental. Un autre métal utilisé dans l'enluminure médiévale, c'est l'argent, qui est un métal qui était beaucoup plus facile d'accès que l'or, parce que l'or, à cette époque, provient principalement d'Afrique de l'Ouest, de l'Empire du Mali, et aussi de l'actuel Soudan, ce qu'on appelait la Nubie, des mines d'or qui étaient déjà exploitées du temps des Égyptiens. Donc le parcours était long pour arriver jusqu'à la cour du duc de Berry. L'argent, par contre, était plus proche. Il y avait des gisements importants en Europe. L'argent valait beaucoup, beaucoup moins cher, évidemment, que l'or. Alors, l'argent était utilisé en particulier pour présenter des surfaces réfléchissantes, comme l'eau. Mais le problème de l'argent, c'est que c'est un métal qui n'est pas stable, qui s'oxyde avec l'oxygène. Et dans certains cas, dans certains manuscrits, on voit des zones complètement noires, mais ce n'est pas le cas ici. Pas le cas ici, vous êtes au mois d'août, dans le calendrier. Vous avez une scène de fauconnerie au premier plan. Et à l'arrière-plan, vous avez cet étang où se baignent allègrement des paysans. Et justement, pour traduire les reflets de la lumière sur l'eau, l'argent a été employé et c'est d'un effet prodigieux. Ce qu'on a vu grâce aux analyses du C2RMF, c'est que l'or et l'argent sont employés en très très grand nombre dans ce manuscrit, beaucoup plus que d'habitude, et c'est sans doute aussi pour tous ces effets qui devaient beaucoup plaire au duc. Alors concernant la couleur, donc, qui est fondamentale, alors les peintres enlumineurs utilisaient des pigments d'origine animale ou végétale ou minérale, et donc pour obtenir ces bleus absolument fabuleux, lumineux, eh bien, le lapis-lazuli était la principale matière. Le lapis-lazuli, c'est vraiment la couleur qui détermine et qui qualifie les très riches heures. Il y en a partout, partout, partout. C'est un matériau extrêmement précieux, coûteux, qui vaut beaucoup plus cher que l'or parce qu'il vient de très très loin. Il vient d'Afghanistan, il voyage sous forme de minéraux via des caravanes, la route de la soie. Et puis ensuite, il traverse la Méditerranée jusqu'à Venise. C'est souvent les marchands vénitiens ou italiens qui les commercialisent. Et ensuite, c'est transporté jusqu'en France. Et c'est un bleu très, très clair, très lumineux, qui est employé pour les cieux, pour le paradis. Ici, vous avez le couronnement de la Vierge. Et pour les manteaux, soit du Christ, soit de la Vierge. Donc les pièces, les parties les plus précieuses de toutes ces enluminures. Donc le plus précieux des pigments est vraiment destiné au plus précieux des représentations. Alors, concernant les pigments minéraux, d'autres pigments ont été utilisés notamment pour la couleur bleue, et donc en particulier l'azurite. Alors, en fait, en fonction du lieu où les enluminures étaient réalisées, on peut trouver donc des pigments différents. Et en France, il y a de nombreuses, des mines d'azurite et de malachite. Pas nombreuses, non, mais en tout cas, il y en a une particulièrement importante à côté de Lyon, les mines de Chécy, qui sont très riches en azurite plus que malachite, mais souvent les deux minéraux on les trouve ensemble, puisque tous les deux sont des carbonates de cuivre, donc une composition chimique très similaire. La seule différence tient dans les ions de cuivre. En fait, on a un peu plus d'ions de cuivre dans l'azurite que dans la malachite.
Alors l'azurite a été beaucoup utilisé comme pigment, non seulement dans l'enluminure, mais aussi dans la peinture. Mais le problème de l'azurite, c'est que c'est souvent un pigment instable. Et avec l'humidité notamment, l'azurite a tendance à devenir verte, donc à devenir malachite tout simplement. Et donc on trouve beaucoup ce pigment dans la peinture de l'époque, mais pas dans les très riches heures du duc de Berry, puisque les analyses ont pu montrer la nature des pigments. On trouve un peu d'indigo et d'autres pigments aussi, des oxydes de plomb, de cuivre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la richesse des matériaux qui a sauté aux yeux de ceux qui ont dressé l'inventaire du duc de Berry, parce que ce terme de très riches heures date de 1416. À la mort du duc de Berry, sa bibliothèque est inventoriée, 300 volumes, parmi lesquels des livres d'heures, et on les appelle les très riches heures, parce que sans doute, on y a aperçu un très riche décor et surtout de très riches matériaux. Alors, les très riches heures du duc de Berry, la fortune des très riches heures du duc de Berry, alors, en France, dans notre imaginaire collectif du Moyen-Âge, les images, en particulier du calendrier des frères de Limbourg, font partie en fait de notre culture, et elles ont aussi inspiré de nombreux auteurs, et en particulier récemment Alberto Manguel, qui est un auteur brésilien, qui a écrit des commentaires sur le calendrier des très riches heures. Alberto Manguel est un auteur qui est très cher à l'École des Arts Joailliers, puisque récemment, nous avons lancé une collection de livres, la collection Dédale, en partenariat avec l'éditeur italien Franco Maria Ricci. Et le premier volume de cette collection, il s'agit de rééditer des textes littéraires qui ont un lien avec le monde du bijou ou des gemmes. Le premier volume, c'est la réédition de Robert Louis Stevenson. Et donc, nous avons la chance d'avoir une préface d'Alberto Manguel dans ce premier volume. Alors, il s'agit ici de l'édition précieuse de l'île au trésor avec une reliure en soie noire ornée d'or fin. Et voilà, donc c'est le début d'une très belle collection que nous avons lancée à l'École des Arts Joailliers. Alors, une bibliographie pour aller plus loin dans notre conversation. Alors, j'insiste sur les dernières publications donc, de Mathieu Deldic, donc la version française, la version anglaise, sur les très riches heures, donc qui est vraiment le dernier état des connaissances en fait sur ce manuscrit absolument fabuleux, et des références un petit peu plus anciennes. Et je vous invite évidemment, si vous en avez la possibilité, à venir voir cette merveilleuse exposition avant le 5 octobre. Et d'ailleurs, le week-end du 21 septembre, non, c'est fini, pardon. C'était le week-end dernier, il y avait une démonstration d'enluminure ici au château de Chantilly. On ouvre des nocturnes d'ailleurs pour les retardataires. Ça, c'est une très bonne nouvelle. À la toute fin de l'exposition, donc précipitez-vous sur notre site internet, il reste très peu de place. C'est un événement qui est unique, hein. On ne verra plus ce manuscrit comme cela, en partie dérelié. Ces 12 mois du calendrier qui sont si célèbres, les plus célèbres images du Moyen-Âge, tout ensemble. Donc profitez-en parce que c'est unique. Et en plus, les pages changent. Vous faites tourner en fait le manuscrit. Pour le reste du manuscrit, en effet, on change de page tous les 15 jours. Nous venons de changer aujourd'hui la page pour les derniers 15 jours de l'exposition. Et c'est une façon, en effet, de voir autre chose que les fameux calendriers. Hein. Je le rappelle, il y a 131 enluminures et de véritables chefs-d'œuvre à l'intérieur de ce manuscrit. Évidemment, le catalogue en fait part. Et puis, sur le site internet du château de Chantilly, que je vous invite vraiment à consulter, vous allez pouvoir feuilleter, zoomer dans tout ce manuscrit. Et c'est une découverte assez exceptionnelle parce que vous allez pouvoir tous les détails et toute la préciosité de ce manuscrit. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de nous avoir accueillis. Merci, à bientôt donc à Chantilly. Absolument. Alors, je vais prendre les questions.
les questions des auditeurs. Alors, combien pèse-t-il? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Les dimensions, on les met en général, mais le poids des livres... Le poids des livres, non, je dirais que c'est entre 2 et 3 kilos. Voilà, parce que le poids des objets précieux, ça importe. Mais c'est vrai que le poids des manuscrits, on ne se pose pas toujours la question. C'est une bonne question. Très bien. Avons-nous une trace de l'achat des minéraux ou des pigments utilisés dans le manuscrit? Nous n'avons malheureusement assez peu d'archives concernant le duc de Berry, la commande des Tréheiser, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît plutôt les comptabilités de son frère, le duc de Bourgogne. Et là, on connaît la provenance des pierres précieuses ou des pigments précieux, le coût aussi. Donc, par exemple, c'est le cas du lapis lazuli. C'est grâce à la comptabilité des ducs de Bourgogne, qui se trouve aujourd'hui à Dijon, qu'on sait que ça vient d'Afghanistan, que les marchands italiens l'amènent jusqu'à la cour de Bourgogne. Passionnant. Pourriez-vous parler des nombreux châteaux représentés dans les Tréheiser? Alors là, il nous faudrait encore 1 heure de conférence au moins. Ce qui est intéressant, c'est que ces châteaux qui parcourent le calendrier, mais pas que, vous avez aussi des châteaux à l'intérieur du livre, notamment le château de Mehun-sur-Yèvre, le château dans le Berry qui était le favori du duc de Berry. Eh bien, ces châteaux résument un peu son mécénat et sa vie. Ce sont des châteaux qu'il a possédés, qu'il a réaménagés, qu'il a modernisés, qui montrent l'étendue de ses principautés, des principautés qui vont retourner la couronne à sa mort parce qu'il n'a plus de fils. Donc c'est une sorte de mémorial, de testament de tous ces châteaux. Et par ailleurs, il y a aussi les résidences qu'il a fréquentées. Le château de Vincennes, où il est né, le palais du Louvre, le palais de la Cité à Paris, où il a gouverné. Vous avez le château de Saumur qui est aussi lié à sa famille. Donc c'est aussi une sorte de livre d'architecture, ce manuscrit, avec des véritables relevés extrêmement précis qui servent encore beaucoup aux historiens et aux archéologues. Est-ce que cet objet est un objet destiné à être montré ou vraiment uniquement destiné à l'usage personnel du duc? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que c'est une sorte d'autobiographie du duc qui se retourne derrière lui et qui crée une sorte de résumé de toute son action, en tout cas de ses aspirations, mais c'est aussi quelque chose qu'il a prévu pour sa postérité, pour qu'on se souvienne de lui et de son action, et ça a bien marché. Mais ce manuscrit n'est pas un livre personnel. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on ne lit pas tout seul dans son lit des livres de poche et des chevets. Ce sont des livres qu'on peut disposer dans une chapelle, dans une salle. On peut les montrer, on peut se les faire lire. Donc ce sont des livres d'apparat en général. Quelle page ou quel mois est votre préféré? Alors ça, c'est compliqué. Hein. C'est comme quand on me demande au sein du musée quelle est mon œuvre préférée. Eh bien, je dis en général que ce sont tous mes enfants et je les aime tous, les beaux comme les plus laids. En tout cas, non, évidemment, le mois de janvier, c'est assez formidable, ce duc qui nous accueille. Et j'aime beaucoup le mois de septembre, qui est le mois qu'on voit ici sur le catalogue en anglais, avec le château de Saumur, parce qu'il résume en quelque sorte toute l'ambition de ce manuscrit. Il y a 3 générations d'artistes qui ont participé à cette page. Et c'est une page qui a nourri notre imaginaire. Quand on pense au Moyen-Âge, on pense à quoi? Un château de contes de fées comme celui-là, et puis des seigneurs ou des paysans qui travaillent au pied. Oui. Eh bien, inconsciemment, cette œuvre a bercé notre conception d'une période historique. C'est vrai, tout à fait. Question sur les livres enluminés. Alors, sait-on combien d'artisans pouvaient travailler sur une page de manuscrit? Alors, combien, c'est difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 28 artisans qui ont travaillé dans les Tréheiser. Donc, c'est une entreprise aussi collective. Il y a certes les grands enlumineurs, les 3 frères de Limbourg, Barthélemy d'Aigues, Jean Colombe, mais autour d'eux, ils ont des assistants, des collaborateurs qui vont préparer les pigments, justement, le parchemin. Le parchemin, souvent, c'est des parchemiers qui vont travailler pour eux. Il y a les copistes, il y a aussi ces enlumineurs qui vont faire les lettrines, les bouts de ligne. Donc, c'est une entreprise collective et qui explique aussi pourquoi cette œuvre a tant inspiré. Il y a beaucoup de monde qui ont participé à sa création et qui ont été émerveillés par cela. Et donc, ensuite, ils ont propagé en quelque sorte la bonne parole et ils ont repris, ils ont cité ce manuscrit ailleurs. Et vous disiez ce matin que les peintres enlumineurs ne sont pas ceux qui écrivent. Oui, ce sont 2 métiers très différents. Les copistes
se cantonne à l'écriture. Et d'ailleurs, on commence souvent par l'écriture. Et ensuite, on enlumine. Donc, soit vous êtes miniaturiste, vous faites les scènes principales, soit vous êtes enlumineur, vous faites les scènes marginales ou les lettrines, les bouts de ligne. En sachant qu'il y a parfois il y a des porosités. Par exemple, les frères de Limbourg ont réalisé certaines bordures dans ce manuscrit. Ce sont de véritables professionnels du livre et on est loin du temps des moines copistes dans les abbayes, dans des scriptoriums, comme on voit dans Le Nom de la Rose. Là, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge. Ce sont des professionnels laïcs du livre qui travaillent sur ce manuscrit. Et a-t-on une idée du temps que le peintre pouvait prendre à réaliser une enluminure? Eh bien là, il faut demander à Florence Azot qui disait entre 600 et 800 heures. Pour une page. Pour une page. Là, le manuscrit est inachevé pour la première partie et on y a passé 5 ans à plusieurs. Vous voyez, donc c'est assez considérable. Question plus générale. Dans l'exposition, on peut voir des manuscrits de Christine de Pisan. Sait-on s'il y avait aussi des femmes enlumineurs au Moyen-Âge? Il y avait des enlumineresses, en effet, qui sont moins nombreuses que les enlumineurs masculins, mais qui existent. Et en fait, on voit en effet, c'est le cas autour de Christine de Pisan, une autrice qui va coordonner d'ailleurs elle-même l'enluminure de ses propres textes et qui va offrir ces textes à des princes comme le duc de Berry. Et on montre dans l'exposition le livre de la Cité des Dames, offert par Christine au duc. Et dans les ateliers, il y avait en effet certaines femmes, même si elles étaient beaucoup moins nombreuses que les hommes. Alors, j'avais lu récemment, justement à ce sujet, on a retrouvé un corps qui a été analysé et on s'est aperçu en fait qu'il y avait des restes en fait de pigments qui étaient utilisés dans les ateliers de la région pour justement l'enluminure, et on a supposé effectivement que les femmes certaines femmes pouvaient être peintres enlumineurs. Alors, question sur l'astrologie. Quel lien entre l'astrologie et la société chrétienne à l'époque? Eh bien, l'astrologie et l'astronomie d'ailleurs, qui sont à l'époque des domaines liés, sont relatifs au temps de Dieu. L'obsession, c'est de suivre le temps de Dieu, de retrouver le temps de Dieu, de retrouver les bonnes dates aussi liturgiques, notamment la date de Pâques, qui doit être calculée par rapport au solstice. Et justement, à l'époque du duc de Berry, on est obsédé par ces questions, et le duc tout particulièrement. C'est pour ça que le calendrier est si important, si développé, justement avec le cours des astres, avec aussi l'homme zodiacal à la fin du calendrier, oui, où vous avez tous les signes du zodiaque qui sont sur le corps humain. Parce que, en fait, le temps de Dieu, le cosmos, a une relation avec le temps de l'homme, le microcosme. Et donc, quand le temps de Dieu est bien ordonné, le corps humain est bien ordonné et inversement. Et le duc de Berry, là aussi, qui est à la fin de sa vie, qui veut aussi retrouver une bonne date de Pâques, qui veut que tous les chrétiens divisés entre deux papes se réunissent autour finalement d'un seul calendrier, eh bien, il prône toutes ces questions, il s'intéresse à toutes ces questions, et c'est pour ça que le calendrier est si développé, de manière si originale dans les très riches heures. Question, la langue. Donc une auditrice qui dit « Je suis étonnée que les très riches heures soient en français. Le latin n'était plus utilisé ?» Ah non, c'est principalement en latin. Les prières sont principalement en latin. Il y a quelques textes en français ou dans le calendrier, vous avez quelques mentions en français, mais c'est principalement en latin, qui est la langue de Dieu à l'époque, de l'Église en tout cas. Et en même temps, il y a toute une campagne de traduction en français qui est mise en place à l'époque, notamment par le frère du duc de Berry. Charles V, mais qui concerne là des textes soit d'histoire, soit de morale, soit de politique. Charles V va commander auprès de savants de son entourage des traductions en français, des textes d'Aristote, des textes aussi d'auteurs italiens comme Pétrarque, comme Boccace. Et le duc de Berry suit ce mouvement en commandant des exemplaires de tous ces textes en français. Pourriez-vous... Alors attendez, non, ça on a déjà posé comme question. Ah zut. Pardon, WhatsApp fait des siennes, donc je reviens sur la question sur les études. Comment expliquer le manque d'études de cet ouvrage avant la fin du XIXe siècle ?
Alors, ça recoupe cette question, l'épopée des Trérichsœurs qui sont en vérité oubliées pendant quelques siècles. Elles sont commandées en France, on l'a vu, elles sont terminées en Savoie à la fin du XVe siècle, elles partent ensuite au début du XVIe siècle en Flandre, et de Flandre, au cours du XVIe siècle, elles partent à Gênes, grâce sans doute à un général qui travaillait, qui était actif en Flandre. À Gênes, ce manuscrit est dans des familles, dans une bibliothèque princière, du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. D'ailleurs, la reliure des Trérichsœurs est génoise, elle date du XVIIIe. Mais ce manuscrit n'est plus vraiment consulté ou inspirant. Il est un peu oublié sur les rayonnages, en quelque sorte, d'une bibliothèque princière. Et ça n'est que le duc d'Aumale, en 1855, qui redécouvre ce manuscrit. Et petit à petit, il comprend, grâce à des savants, qu'il s'agit des Trérichsœurs du duc de Berry. Et donc, c'est à ce moment-là que l'intérêt, l'attention va se porter sur ce manuscrit. Le duc d'Aumale va commander d'ailleurs des reproductions de ce manuscrit pour le faire connaître. Et donc les études vont s'accumuler à partir du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Question sur la conservation des livres enluminés. Eh bien, c'est tout un challenge, évidemment. Comment sont conservés ces enluminures ? Ce qui est assez formidable avec les enluminures, c'est que vous avez les vraies couleurs du Moyen-Âge. Un livre enluminé est conservé fermé, donc le soleil, la poussière et d'autres dommages épargnent en quelque sorte les enluminures. Vous avez vraiment les vraies couleurs du Moyen-Âge. Un livre, néanmoins, ça peut être consulté. Et donc, ça peut s'abîmer en termes de reliure, de couture. Chaque cahier est cousu. Et ce qu'on avait observé avec les Trérichsœurs, c'est que la couture se détachait un peu, la reliure aussi était fatiguée. Surtout, vous aviez des salissures sur les marges, parce qu'il avait été un peu trop consulté sans doute au cours des siècles, en tout cas peut-être aussi au XXe siècle. Et surtout, notre grande crainte, c'était qu'on avait observé des craquelures dans certaines enluminures avec des menaces de perte de matière. Il y avait des écailles qui menaçaient de se détacher, et donc on perdait en quelque sorte l'original des frères de Limbourg. Donc les restauratrices, sous l'égide de Coraliba, pendant des mois et des mois, ont refixé une après une toutes les écailles pour qu'on puisse léguer à nos successeurs ce bijou de l'humanité. Eh bien, merci infiniment, Mathieu. Merci Merci pour votre accueil et merci de votre attention. Merci à toute l'équipe de l'École des Arts Joailliers qui nous soutient pendant les conférences et à très bientôt.